Vous avez une idée de combien coûte cette chaussure? Elle coûte plus que votre salaire d'une année entière. Les mots, froids comme la glace, tranchèrent le silence luxueux du hall de l'hôtel Le Grand Paris. Chloé Dubois, l'héritière de l'empire hôtelier et reine des réseaux sociaux, fixait un point minuscule sur son escarpin rouge vif avec un dégoût absolu. L'homme en face d'elle, Léo, l'agent d'entretien, se sentit rapetissé sous son regard méprisant. Une seule goutte de produit de nettoyage, un accident minuscule, venait de déclencher une tempête. Cette humiliation publique n'était que le début d'un cauchemar qui allait secouer toute une ville et révéler que parfois, les plus grandes batailles sont menées par les cœurs les plus humbles. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Chaque like, chaque abonnement est un encouragement immense. Alors n'hésitez pas. Cela ne prend plus une seconde, et cela signifie beaucoup pour nous. Nous sommes presque à 1 million d'abonnés, et nous voulons célébrer cette étape avec vous. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Je suis toujours curieux de savoir d'où vient notre merveilleuse communauté. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo, pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Vous soyez de Paris, Marseille, Lyon, ou même d'un petit village en Alsace, je veux savoir où cette histoire vous a touché. C'est ma façon de me sentir plus proche de vous tous. Maintenant, revenons à notre histoire. Le hall de l'hôtel Le Grand Paris était un monde à part, un univers de marbre poli, de lustres en cristal et de clients dont les montres valaient plus qu'un appartement. Pour Léo, c'était simplement son lieu de travail. Un travail qu'il chérissait plus que tout au monde, non pas pour le prestige, mais parce que chaque euro gagné était une promesse pour son fils de 6 ans, Hugo. Le petit Hugo avait un cœur courageux, mais fragile. Un cœur qui avait besoin d'une opération coûteuse que l'assurance de Léo couvrait à peine. Chaque jour, en polissant les sols jusqu'à ce qu'ils reflètent les lumières dorées, Léo ne voyait pas son propre reflet, mais le visage souriant de son fils. Ce travail était sa seule ligne de vie, sa seule chance de sauver son enfant. Ce jour-là, Chloé Dubois était en pleine performance. Son téléphone à la main, elle diffusait une vidéo en direct sur son compte Instagram, suivie par des millions de personnes. Et nous voici, mes chéris, au Grand Paris, où nous nous assurons que chaque détail est absolument parfait pour vous. Parce que le vrai luxe, c'est l'excellence, n'est-ce pas? Disait-elle avec un sourire étudié, faisant un zoom sur ses fameux escarpins à la semelle rouge. C'est à ce moment précis que le chariot de nettoyage de Léo passa à proximité. Dans un mouvement malheureux, en voulant éviter un enfant qui courait, son pulvérisateur laissa échapper une unique bouttelette qui atterrit sur la pointe du soulier de Chloé. Le monde de Léo s'arrêta. Elle interrompit sa vidéo instantanément. Le sourire parfait s'évapora, remplacé par un masque de fureur glaciale. C'est là qu'elle prononça ces mots terribles sur le prix de ses chaussures. Léo, le visage pâle, tenta de s'excuser. « Madame, je suis sincèrement désolé. C'était un accident. Je peux le nettoyer immédiatement, je vous en prie. » Mais Chloé ne l'écoutait pas. Elle avait déjà une meilleure idée. Une idée plus cruelle, plus spectaculaire. Elle relança la diffusion en direct, mais cette fois, la caméra de son téléphone était braquée sur le visage terrifié de Léo. « Regardez ça, tout le monde !» annonça-t-elle à sa communauté en ligne. « Voilà le genre de professionnel que nous devons supporter. Un incompétent qui ne peut même pas faire son travail sans détruire la propriété des autres. C'est une honte pour cet établissement. » Des dizaines de clients dans le hall s'étaient arrêtés pour regarder la scène, certains sortant leur propre téléphone. Léo se sentait nu, exposé, jugé par les milliers d'yeux invisibles. Il ne pensait plus à la chaussure, ni à sa fierté. Il pensait à Hugo, aux factures de l'hôpital, à la peur de tout perdre. « S'il vous plaît, madame, ne faites pas ça, » murmura-t-il, la voix brisée. « Oh, je ne fais que commencer, » rétorqua-t-elle, savourant chaque seconde de son pouvoir. « Sécurité !
cria-t-elle. « Sortez cet homme de mon hôtel immédiatement. Il est renvoyé. Je ne veux plus jamais voir son visage ici. » Deux gardes de sécurité, robustes et impassibles, s'approchèrent et saisirent Léo par les bras. Il n'opposa aucune résistance. Alors qu'il le traînait vers la sortie comme un criminel, sous les regards curieux et les caméras des téléphones, il jeta un dernier regard à Chloé. Elle avait repris son direct, expliquant à ses followers à quel point il était important de ne jamais tolérer la médiocrité. Elle souriait à nouveau. Pour elle, l'incident était déjà terminé. Un simple contenu dramatique pour booster son engagement en ligne. Pour Léo, c'était la fin de son monde. Alors qu'il se retrouvait sur le trottoir froid, le bruit de la ville lui semblant soudainement assourdissant, le désespoir le submergea. Il avait perdu son travail, sa dignité, et peut-être même la chance de sauver son fils. Il se sentait complètement seul et vaincu. Chloé, de son côté, rangea son téléphone, un sourire satisfait sur les lèvres, persuadée d'avoir donné une bonne leçon à un simplet. Elle se sentait puissante, intouchable, maîtresse de son univers. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la petite caméra de surveillance discrète, nichée dans le coin du plafond, avait tout enregistré, sans le filtre flatteur d'Instagram. Et plus important encore, elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait de briser possédait quelque chose que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Une raison de se battre jusqu'au bout. Une raison qui allait bientôt transformer son pire cauchemar en réalité. Assis sur le trottoir parisien, le bruit assourdissant de la ville semblait se moquer de son silence intérieur. Léo sentait le froid du béton traverser son mince pantalon de travail. Mais ce n'était rien comparé au vide glacial qui s'était installé dans sa poitrine. Il venait de perdre bien plus qu'un emploi. Il avait perdu l'encre qui maintenait sa vie et celle de son fils à flot. En ce temps, à l'intérieur de l'hôtel, Chloé Dubois sirotait un expresso, parcourant les commentaires élogieux sur sa dernière vidéo en direct. « Tu as bien fait, Chloé. Il faut remettre ces gens à leur place. La reine ne tolère pas l'incompétence. » Chaque notification sur son téléphone était une petite caresse pour son ego, renforçant sa conviction qu'elle avait agi non seulement avec justesse, mais aussi avec panache. Elle n'avait pas la moindre idée que son acte de cruauté désinvolte venait de semer les graines d'une chute qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les 2 semaines qui suivirent furent une descente aux enfers pour Léo. Chaque porte à laquelle il frappait se refermait. Son licenciement pour faute grave, amplifié par l'humiliation publique sur les réseaux sociaux, le suivait comme une ombre. Personne ne voulait embaucher un homme présenté comme un paria négligent. Les économies fondaient comme neige au soleil, et le réfrigérateur de son petit appartement du 19e arrondissement se vidait dangereusement. Mais la fin de Léo n'était rien comparé à l'angoisse qui lui tordait les entrailles chaque fois qu'il regardait Hugo. Le petit garçon, malgré sa toux persistante et sa pâleur grandissante, gardait son sourire. Un sourire qui était à la fois la plus grande joie et le plus grand tourment de Léo. Il se sentait coupable, impuissant. Un père incapable de protéger son propre enfant. L'espoir, cependant, portait un nom. La Fondation Dubois. C'était l'œuvre caritative prestigieuse de la famille de Chloé. Une organisation célèbre pour financer des traitements médicaux pour les enfants défavorisés. Léo avait soumis un dossier complet des mois auparavant, bien avant le drame de l'hôtel. C'était sa dernière carte, son unique planche de sel. Chaque matin, il guettait le passage du facteur avec une anxiété palpable. Puis, un matin pluvieux, une enveloppe élégante, ornée du logo doré de la fondation, arriva enfin. Le cœur de Léo battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant fébrilement les lignes imprimées sur le papier luxueux. La lettre était courte, impersonnelle. Brutal. Nous regrettons de vous informer qu'après un examen attentif de votre demande, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre favorablement. Nous recevons un grand nombre de dossiers et nos ressources sont limitées. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches de financements alternatifs. Bonne chance. Ces 2 mots résonnaient comme une insulte. Comme si la vie de son fils était une simple question de chance.
Anéanti, Léo laissa tomber la lettre. C'est alors que son regard fut attiré par la signature au bas de la page. Une signature élégante, presque arrogante dans ses boucles parfaites. Chloé Dubois, directrice du comité d'approbation. Le choc fut si violent qu'il lui coupa le souffle. La même femme qui l'avait humilié et fait renvoyer venait de signer, d'un trait de plume, ce qui ressemblait à une condamnation pour son fils. Ce n'était plus un accident, ce n'était plus une coïncidence, c'était une persécution. Cette nuit-là, Léo ne dormit pas. La colère et le désespoir se livraient une bataille féroce dans son esprit. Comment une personne pouvait-elle être si cruelle ? Comment pouvait-elle prêcher la compassion sur ses réseaux sociaux tout en détruisant des vies dans l'ombre ? Poussé par une nécessité absolue, Léo accepta le seul travail qu'il put trouver. Un poste d'agent d'entretien de nuit pour une société de nettoyage sous-traitante. Les horaires étaient épuisants, le salaire misérable, mais cela lui permettait de s'occuper d'Hugo pendant la journée. Le destin, avec son ironie souvent cruelle, l'envoya pour sa première mission dans un gratte-ciel moderne du quartier de la Défense. En levant les yeux vers l'enseigne lumineuse qui dominait l'entrée, Léo sentit son sang se glacer. Tour du Bois. C'était le siège social de l'Empire du Bois, abritant non seulement les bureaux de la chaîne hôtelière, mais aussi ceux de la Fondation. Travailler dans l'antre de ces bourreaux était une torture psychologique. Chaque soir, il nettoyait les bureaux luxueux, les salles de réunion impeccables, se sentant comme un fantôme dans le monde de ceux qui l'avaient écrasé. Il évitait soigneusement l'étage de la direction, où se trouvait le bureau de Chloé. Mais un soir, alors qu'il remplaçait un collègue malade, il fut contraint de s'y rendre. Le bureau de Chloé était exactement comme il l'imaginait. Minimaliste, cher et impersonnel. À l'exception d'un grand tableau d'affichage couvert de photos d'elle avec des célébrités et des enfants souriant lors d'événements caritatifs. L'hypocrisie de la scène lui donna la nausée. Alors qu'il vidait la corbeille à papier près de son bureau, un document attira son attention. Contrairement aux autres papiers, celui-ci avait été déchiqueté, mais pas par une machine. Il avait été déchiré à la main, avec rage, et les morceaux avaient été jetés négligemment dans la poubelle. Poussé par une intuition qu'il ne pouvait expliquer, Léo récupéra les fragments. Il les emporta dans le local de service, loin des caméras de surveillance, et, tel un archéologue reconstituant une relique ancienne, il se mit à assembler le puzzle. Le papier était un relevé bancaire. Le nom du titulaire du compte était Fondation Dubois, Fonds pédiatrique. Mais ce n'étaient pas les dons qui choquèrent Léo. C'étaient les dépenses. Ligne après ligne, des sommes astronomiques étaient débitées. Des virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les bénéficiaires n'étaient pas des hôpitaux ou des familles dans le besoin. C'étaient des noms qui brillaient dans les vitrines des avenues les plus chères de Paris. Chanel, Cartier et une concession automobile de luxe. Elle ne se contentait pas de refuser de l'aide aux enfants malades. Elle volait l'argent qui leur était destiné pour financer son style de vie extravagant. Léo sentit une rage froide et pure le submerger. Il sortit son vieux téléphone, le cœur battant à tout rompre, et prit une photo des morceaux de papier assemblés. La qualité était médiocre, mais les chiffres et les noms étaient lisibles. Il avait une preuve dangereuse, une preuve qui pouvait tout changer. Il ne savait pas encore comment, mais il tenait entre ses mains le début de la fin pour Chloé Dubois. Cette découverte n'était pas un accident. C'était le premier coup de marteau qui allait faire trembler les fondations de l'Empire Dubois jusqu'à leur effondrement. La photo floue sur l'écran de son vieux téléphone était bien plus qu'une simple image. C'était une arme. Léo la regarda pendant de longues minutes, assis dans le silence du local de service, l'odeur de javel lui piquant les narines. La rage froide qui l'avait envahi s'était transformée en une détermination glaciale. Il ne s'agissait plus seulement de son fils Hugo, ni même de son humiliation personnelle. Il s'agissait de tous les autres enfants, de toutes les autres familles dont l'espoir avait été volé, détourné pour financer des sacs à main et des voitures de sport. Cette nuit-là, dans les entrailles de la tour du bois, l'agent d'entretien invisible cessa d'être une victime. Il devint un chasseur, patient et méthodique, prêt à tout risquer pour que la vérité éclate au grand jour. Les nuits suivantes,
Léo transforma son travail en une mission de renseignement secrète. Chaque bureau qu'il nettoyait devenait un territoire à explorer. Chaque corbeille à papier, une potentielle mine d'or. Il apprit à être invisible, à se fondre dans le décor, ses gestes lents et délibérés, cachant une attention de tous les instants. Un soir, il trouva un post-it jeté dans une poubelle, portant un nom et un numéro de téléphone griffonné à la hâte. Marion Leduc, journaliste. Léo sentit son cœur s'accélérer. Il prit une photo du mot, une autre pièce du puzzle qu'il commençait à assembler dans un dossier sécurisé sur son téléphone, protégé par un mot de passe que seul lui connaissait. Le nom de l'hôpital de son fils. Pendant que Léo menait sa guerre silencieuse, Chloé vivait dans une bulle de luxe et d'arrogance. Elle ne se doutait absolument de rien. Pour elle, Léo n'était qu'un souvenir désagréable, un insecte qu'elle avait écrasé sans y penser à deux fois. Ses journées étaient un tourbillon d'essayages, de déjeuners dans des restaurants étoilés et de publications Instagram soigneusement mises en scène. Une de ses stories l'a montré au volant d'une nouvelle décapotable, le vent dans ses cheveux, avec la légende « Petit plaisir du jour, le travail acharné paie toujours, #success, #hardwork ». Léo vit cette vidéo pendant sa pause, assis sur un banc froid, mangeant un sandwich sec. Le contraste entre leurs deux mondes était si violent qu'il en eut la nausée. Le « travail acharné » de Chloé était financé par les larmes de parents désespérés. Il fit une capture d'écran de la story. Une preuve de plus. La santé d'Hugo, malheureusement, ne pouvait pas attendre la justice. Un après-midi, alors que Léo était à son chevet à l'hôpital, le médecin lui montra les derniers résultats. Il est de plus en plus faible, Léo. Nous ne pouvons plus attendre. Il faut opérer, et vite. Le désespoir menaça de submerger à nouveau Léo. Il n'avait pas le temps. Il devait agir. Cette nuit-là, il prit une décision risquée. Il savait que Chloé avait souvent des réunions tardives. Il se cacha dans un placard de rangement près de son bureau, le cœur battant à tout rompre, son téléphone réglé sur l'enregistrement audio. L'attente fut interminable. Finalement, il entendit des voix. C'était Chloé et un homme, probablement un membre du conseil d'administration. Les comptes de la fondation sont un peu créatifs, Chloé, dit la voix de l'homme. Il faut faire attention. La réponse de Chloé fut glaciale, pleine de mépris. Créatif. C'est mon argent, papa me l'a donné. La fondation est une formalité, une question d'image. Personne ne regarde les détails. Ces gens ne sont que des numéros de dossier. S'ils ne peuvent pas payer, c'est leur problème, pas le mien. Maintenant, parlons de l'organisation du bal de la charité. Je veux que ce soit l'événement de l'année. Léo faillit laisser tomber son téléphone. L'homme était son père. Le patriarche de la famille Dubois était donc au courant. Il était complice. L'enregistrement audio était parfait, clair comme de l'eau de roche. C'était la preuve irréfutable de sa culpabilité et de son absence totale de remords. Le lendemain, armé de ce nouvel élément, Léo prit son courage à deux mains. Il chercha le nom Marion Leduc sur Internet. Elle était une journaliste indépendante, connue pour ses enquêtes sur la corruption et les injustices sociales. Elle avait une réputation de ténacité et d'intégrité. Léo lui envoya un email anonyme depuis un cybercafé. Je possède des preuves de détournement de fonds à grande échelle au sein de la Fondation Dubois. Ces preuves impliquent directement Chloé Dubois. Si vous êtes intéressé par la vérité, retrouvez-moi demain à 14h au parc des Buttes Chaumont, près du lac. Venez seul. Il hésita avant de cliquer sur « Envoyer ». C'était le point de non-retour. Il le fit. La rencontre avec Marion fut tendue. C'était une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant, qui ne laissait rien transparaître. Léo, méfiant, lui montra d'abord seulement la photo des relevés bancaires déchiquetés. Marion examina l'image sur son téléphone, zoomant sur les détails. « C'est un début, dit-elle, mais ce n'est pas suffisant. On pourrait vous accuser d'avoir falsifié cela. Il me faut plus. » Léo sentit une pointe de déception. Avait-il fait une erreur? Puis, il prit une profonde inspiration et joua l'enregistrement audio.
Marion écouta, le visage impassible. Mais Léo vit une lueur s'allumer dans ses yeux. Quand la voix de Chloé prononça les mots « Ces gens ne sont que des numéros de dossier », Marion ferma les yeux un instant. « D'accord, » dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. « Je vous crois. Maintenant, voici ce que nous allons faire. » Elle lui expliqua son plan. Le bal annuel de la charité de la Fondation du Bois était dans une semaine. C'était l'événement mondain le plus médiatisé de l'année, retransmis en direct sur plusieurs chaînes d'information et plateformes en ligne. C'était la vitrine de Chloé, son moment de gloire. Et ce serait le théâtre de sa chute. Marion avait des contacts, des techniciens, des gens qui, comme elle, étaient fatigués de l'arrogance des puissants. Ils n'allaient pas simplement publier un article. Ils allaient organiser une exécution publique, en utilisant les propres armes de Chloé. Les caméras, les écrans géants, la diffusion en direct, contre elle. En rentrant chez lui ce soir-là, Léo se sentit pour la première fois depuis des semaines rempli d'une énergie nouvelle. Il n'était plus seul. La justice n'était plus un rêve lointain, mais un plan d'action concret. Il regarda le dossier sur son téléphone, les photos des relevés, les captures d'écran des stories Instagram, l'enregistrement audio de la conversation et la photo du post-it avec le nom de Marion. Il avait maintenant tout ce qu'il fallait. La semaine à venir serait la plus longue et la plus dangereuse de sa vie, mais il était prêt. Le moment de la vérité approchait, et Léo savait que le monde entier allait enfin voir le vrai visage de Chloé Dubois. La chute serait vertigineuse, et il serait là pour s'assurer qu'elle n'oublie jamais le nom de l'homme qu'elle avait tenté de détruire. La semaine précédant le bal de la charité fut la plus longue de la vie de Léo. Chaque jour était un exercice de maîtrise de soi, un équilibre précaire entre l'espoir grandissant et l'angoisse omniprésente. Pendant que Marion et son équipe préparaient en secret l'offensive médiatique, Léo devait continuer sa routine. Nettoyer les bureaux de la Tour du Bois, le visage impassible, le cœur battant au rythme d'un compte à rebours silencieux. Il transféra toutes les preuves, photos, enregistrements, captures d'écran, sur un service de stockage en ligne sécurisé, partageant l'accès avec Marion. Le dossier numérique, nommé simplement « Justice pour Hugo », était leur bombe à retardement. Pendant ce temps, la santé de son fils se détériorait, et chaque appel de l'hôpital était une nouvelle torture. Un rappel brutal que le temps jouait contre eux. La veille du bal, le destin décida de tester Léo une dernière fois, de le pousser jusqu'à ses limites absolues. Une notification apparut sur l'écran de son téléphone. Un virement de son agence de nettoyage. La somme était ridicule, à peine un tiers de ce qu'il aurait dû recevoir. Confus, il appela son superviseur. La réponse fut un coup de poignard. « Écoute, Léo, » dit l'homme, sa voix mal à l'aise. « J'ai reçu un appel du service juridique de Dubois. Ils ont dit que tu étais un employé à risque, que tu avais un comportement instable. Ils ont menacé de rompre notre contrat si on te gardait. Je suis désolé, mais je dois te laisser partir. C'est ça, ou je mets la clé sous la porte. » Léo resta silencieux, le téléphone collé à l'oreille. Chloé ne s'était pas contentée de le faire renvoyer une fois. Elle s'assurait qu'il ne puisse plus jamais travailler, qu'il soit totalement anéanti. Ce soir-là, le désespoir le frappa avec une violence inouïe. Il n'avait plus rien. Pas de travail, presque plus d'argent, et un fils dont la vie ne tenait qu'à un fil. Il se sentait écrasé, vaincu. C'est alors que son téléphone sonna. C'était Marion. « Léo, j'ai quelque chose d'énorme. Une de mes sources à l'intérieur de la banque m'a envoyé un document. C'est la demande de prêt que Chloé a faite pour sa nouvelle voiture de sport. Et devinez quelle garantie elle a utilisée. Les actifs de la fondation. C'est illégal, c'est un abus de biens sociaux caractérisé. C'est la preuve ultime, celle qui l'enverra directement en prison. » L'information était si énorme qu'elle chassa instantanément le désespoir de Léo. Il avait touché le fond, mais au même moment, il venait de recevoir l'arme qui garantirait sa victoire. Poussé par une dernière impulsion, une idée folle et dangereuse, Léo décida de retourner à la Tour du Bois une dernière fois.
Il n'était plus un employé, mais il connaissait les lieux par cœur. Il entra par une porte de service, se faufilant dans les couloirs silencieux. Son objectif ? Le bureau du père de Chloé. Il devait savoir si le patriarche était juste un complice silencieux ou un participant actif au pillage de la fondation. Le bureau était fermé à clé, mais Léo, dans son ancien travail, avait appris quelques astuces. En quelques secondes, il fut à l'intérieur. Le bureau était sombre, imposant. Sur l'ordinateur, une fenêtre de messagerie était restée ouverte. C'était une conversation WhatsApp entre Chloé et son père. Léo sentit son sang se glacer en lisant les derniers messages. Chloé. Le mouchard de l'agence de nettoyage a été viré. Il ne nous posera plus de problème. Son père. Bien joué. La discrétion est primordiale. Après le bal de demain, nous ferons un don exceptionnel à l'hôpital pour faire taire les rumeurs et nous achèterons le silence des médecins. L'image est tout ce qui compte. N'oublie jamais ça. Léo prit rapidement son téléphone et photographia l'écran. C'était la confirmation. Le père n'était pas seulement au courant, il était le cerveau derrière la dissimulation. Il sacrifiait la vie d'enfant pour protéger l'image de sa famille. Cette cruauté calculée était encore plus monstrueuse que l'arrogance de sa fille. Alors qu'il était sur le point de partir, un cadre photo sur le bureau attira son attention. C'était une photo de Chloé, adolescente, souriante, aux côtés d'une femme élégante qui devait être sa mère. Mais derrière elle, en arrière-plan, Léo reconnut quelqu'un. Un homme plus jeune, en uniforme d'employé d'hôtel. Il zooma sur la photo. Le visage était familier. C'était son propre père, décédé des années plus tôt, qui avait travaillé toute sa vie comme bagagiste au Grand Paris. Un flot de souvenirs submergea Léo. Des histoires que son père lui racontait sur la famille Dubois, sur leur froideur, leur mépris pour le personnel. Il comprit alors que ce n'était pas personnel contre lui. C'était un mépris de classe, une haine héritée, transmise de génération en génération. Cette bataille était celle de son père, et de tous ceux qui avaient été traités comme des invisibles. Le lendemain, le jour du bal, fut un étrange mélange de calme et de tension. Léo passa la matinée à l'hôpital, tenant la main de Hugo, lui lisant des histoires. Le petit garçon était faible, mais il sourit en voyant son père. « Tu vas gagner, papa » demanda-t-il d'une petite voix. « Oui, mon champion » répondit Léo, la gorge nouée. « Ce soir, papa va gagner. » Il y avait une sérénité nouvelle en lui. Il n'avait plus peur. Il avait vu le pire, il avait enduré le pire. Il n'y avait plus de place pour le doute, seulement pour la résolution. Il avait envoyé les dernières preuves à Marion, qui lui avait confirmé par un simple SMS. Tout est prêt. Le spectacle peut commencer. Ce soir-là, pendant que l'élite parisienne enfilait ses robes de soirée et ses smokings, Léo enfila un simple costume sombre, le seul qu'il possédait, celui qu'il portait aux enterrements. Il se regarda dans le miroir. L'homme qui lui faisait face n'était plus la victime brisée du hall de l'hôtel. C'était un homme qui avait traversé le feu et qui en était ressorti plus fort. Il n'allait pas au bal pour se venger. Il y allait pour réclamer justice. Pour son fils, pour son père, pour toutes les victimes silencieuses de l'arrogance des Dubois. Chloé et son père allaient monter sur scène pour recevoir les applaudissements, persuadés de leur triomphe. Ils ignoraient que dans la salle, un homme qu'ils croyaient avoir anéanti s'apprêtait à faire tomber le masque. Demain, le nom Dubois ne serait plus synonyme de luxe, mais de honte. La dernière nuit de leur empire venait de commencer. Le costume sombre semblait étrangement léger sur les épaules de Léo. Ce n'était pas le poids du tissu qui comptait, mais celui de la mission qu'il s'apprêtait à accomplir. Quittant son petit appartement, il jeta un dernier regard à la chambre de Hugo, où sa voisine, une vieille dame au cœur d'or, veillait sur le garçon endormi. Sur la table de chevet, à côté des médicaments, se trouvait le petit lion en peluche que Léo avait gagné pour lui à une fête foraine, des années auparavant, à une époque où le monde semblait encore simple et juste. Ce lion, avec sa crinière usée et ses yeux de bouton, était devenu un symbole. Ce soir, le père allait se battre avec la force d'un lion pour protéger son petit. Il ferma doucement la porte, un calme presque surnaturel l'habitant. La peur avait disparu.
remplacée par une certitude froide et tranchante comme une lame. Pendant ce temps, de l'autre côté de Paris, dans une suite somptueuse de l'hôtel Le Grand Paris, l'ambiance était à l'euphorie. Chloé Dubois, resplendissante dans une robe de créateur qui scintillait comme une constellation d'étoiles, ajustait ses boucles d'oreilles en diamant devant un miroir monumental. Son père, en smoking impeccable, lui tendit une coupe de champagne. « À notre succès, ma chérie, dit-il, un sourire satisfait aux lèvres. Ce soir, nous allons récolter plus de dons que jamais. Et après le bal, nous annoncerons notre partenariat avec l'hôpital Necker. Un don substantiel, juste assez pour faire la une des journaux et faire taire les mauvaises langues. L'image, Chloé, c'est tout ce qui compte. » Ils trinquèrent, le cristal résonnant dans la pièce luxueuse. Ils étaient au sommet de leur monde, persuadés de leur invincibilité, ignorant totalement que leur château de cartes était sur le point d'être balayé par une tempête qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Dans un petit café discret près de la salle de concert Pleyel, où se tenait le bal, Marion Leduc effectuait les dernières vérifications. Son ordinateur portable était ouvert, connecté à un réseau sécurisé. À ses côtés, un jeune homme aux cheveux en bataille, un génie de l'informatique connu sous le pseudonyme de Spectre, tapotait frénétiquement sur son propre clavier. « J'ai l'accès, murmura-t-il. Je contrôle le projecteur principal, le système de sonorisation et la diffusion en direct. Quand tu me donneras le signal, je pourrai diffuser n'importe quoi sur tous les écrans, y compris sur le direct de la chaîne d'information. » Marion hocha la tête, le visage grave. Elle venait de recevoir un message crypté de sa source à la banque. Le virement pour la voiture a été finalisé ce matin, document officiel disponible. Elle le téléchargea et l'ajouta au dossier Justice pour Hugo, désormais une archive accablante de la corruption des Dubois. Tout était en place. Les acteurs étaient prêts. Le rideau allait bientôt se lever sur le dernier acte de cette tragédie. Léo arriva devant la salle Pleyel, un simple carton d'invitation à la main. Marion le lui avait procuré grâce à un contact. Il se fondit dans la foule élégante, son costume sombre le rendant presque invisible parmi les robes de soirée colorées et les bijoux étincelants. Personne ne lui prêta attention. Il n'était qu'un visage parmi d'autres, un invité anonyme. Cette invisibilité, qui avait été sa malédiction, était devenue son meilleur atout. Il repéra les caméras de télévision, les journalistes, les photographes. Il vit Chloé et son père faire leur entrée sur le tapis rouge, posant pour les photos, souriante avec une assurance parfaite, répondant aux questions des reporters avec des phrases toutes faites sur la générosité et l'empathie. Léo sentit une bouffée de dégoût, mais il la maîtrisa. La colère était une énergie qu'il ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Il avait besoin de calme, de précision. Il entra dans la grande salle de bal, un espace magnifique où des centaines d'invités se mêlaient, coupe de champagne à la main. L'orchestre jouait une musique douce. L'air était chargé de parfums et de conversations mondaines. Léo se dirigea discrètement vers un coin sombre, près de la régie technique, exactement comme Marion le lui avait indiqué. De là, il avait une vue parfaite sur la scène et sur l'immense écran qui la dominait. Il sortit son téléphone et envoya un simple message à Marion. En position. La réponse fut instantanée. Reçu. Spectre est prêt. Attends le discours de Chloé. Ce sera notre signal. Léo rangea son téléphone et attendit. Chaque minute semblait durer 1 heure. Il observait les visages des invités, des gens riches et puissants qui applaudiraient bientôt la femme qui volait des enfants malades. Il ne savait pas qu'ils étaient sur le point d'assister à un spectacle bien plus mémorable que prévu. Sur scène, le maître de cérémonie annonça le point culminant de la soirée. Le discours de la bienfaitrice et organisatrice de l'événement, Mademoiselle Chloé Dubois. Sous un tonnerre d'applaudissements, Chloé monta sur scène, gracieuse et rayonnante. Elle s'approcha du pupitre, son sourire brillant sous les projecteurs. Son père la regardait depuis la première rangée avec une fierté non dissimulée. C'était leur moment de triomphe, la consécration de leur stratégie d'image. Chloé prit une profonde inspiration et commença son discours, sa voix veloutée emplissant la salle. Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis pour célébrer, dit-elle. Nous sommes réunis pour incarner l'espoir. L'espoir pour ces enfants qui luttent chaque jour, pour ces familles qui ont besoin de notre aide. La compassion n'est pas un mot, c'est une action.
C'est le cœur de la mission de notre fondation. Dans son coin sombre, Léo sentit son cœur battre la chamade. C'était le moment. Il sortit à nouveau son téléphone. Il regarda l'écran géant derrière Chloé, qui affichait le logo doré de la fondation. Il pensa à Hugo, à son petit visage pâle sur l'oreiller de l'hôpital. Il pensa à son père, à sa vie de labeur et de dignité silencieuse. Il pensa à tous les dossiers rejetés, à toutes les vies considérées comme de simples dommages collatéraux dans la quête d'enrichissement des Dubois. Il envoya un dernier message à Marion. Un seul mot. Maintenant. Dans quelques secondes, le vernis de respectabilité allait craquer. Dans quelques secondes, les sourires allaient se figer. Dans quelques heures, leur monde opulent et factice allait s'écrouler en direct, sous les yeux du monde entier. Il était temps. Il était temps de montrer la vérité. Au moment précis où Léo envoyait le mot « maintenant », la voix de Chloé Dubois résonnait encore dans la salle de bal, empreinte d'une fausse sincérité. C'est le cœur de la mission de notre fondation. Aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est alors que la première anomalie se produisit. L'immense écran derrière elle, qui affichait le logo doré de la fondation, clignota une fois, puis s'éteignit. Un murmure perplexe parcourut l'audience. Chloé, légèrement décontenancée, s'arrêta un instant, jetant un regard interrogateur vers la régie technique. Puis, l'écran se ralluma. Mais ce n'était plus le logo qui s'affichait. C'était une image, agrandie pour que tout le monde puisse la voir. La photo des relevés bancaires déchiquetés et reconstitués, avec les transferts de la Fondation Dubois, Fonds pédiatrique, vers Chanel, Cartier et Porsche. Le silence qui tomba sur la salle fut absolu, si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Les sourires se figèrent sur les visages. Les coupes de champagne restèrent suspendues à mi-chemin des lèvres. Chloé devint livide. Elle se retourna, regardant l'écran avec une incrédulité horrifiée. C'est une erreur technique, bégaya-t-elle dans le micro, sa voix perdant soudainement tout son velours. Un montage grotesque. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, le système de sonorisation grésilla et une voix s'éleva, claire et impitoyable. C'était un enregistrement audio. Sa propre voix. Ces gens ne sont que des numéros de dossier. S'ils ne peuvent pas payer, c'est leur problème, pas le mien. La cruauté désinvolte de ces mots, amplifiée par les haut-parleurs, résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. La panique commença à s'emparer de Chloé. Elle chercha son père du regard dans la foule. Il était debout, le visage décomposé par la fureur et la peur. Mais le spectacle macabre ne faisait que commencer. L'écran changea à nouveau, affichant cette fois une capture d'écran de sa story Instagram, celle où elle se pavanait dans sa nouvelle décapotable, avec la légende « Le travail acharné paye toujours ». Juste à côté, Spectre projeta le document officiel de la banque. La demande de prêt pour cette même voiture, garantie par les actifs de la fondation. La preuve du vol, de l'abus de biens sociaux, était là, irréfutable, exposée aux yeux de toute l'élite parisienne et des milliers de personnes qui suivaient la retransmission en direct. C'est alors que le coup de grâce fut porté. La vidéo de la caméra de surveillance de l'hôtel Le Grand Paris apparut à l'écran. La scène était muette, mais les images parlaient d'elles-mêmes. On y voyait Chloé, le visage tordu par la rage, pointait du doigt un homme en uniforme, Léo. On la voyait crier, humiliée, et finalement, d'un geste dédaigneux de la main, le faire renvoyer. La violence de la scène, privée du son, n'en était que plus choquante. On ne voyait pas une femme puissante, mais une brute cruelle s'acharnant sur un homme sans défense. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations de dégoût. Les téléphones portables étaient sortis, filmant la scène, la retransmettant, amplifiant le scandale à une vitesse exponentielle. Le hashtag DuboisGate
commença à apparaître sur les réseaux sociaux. Au milieu du chaos, les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent. Une silhouette se dessina dans l'encadrement lumineux. C'était Léo. Il avançait lentement, traversant la foule qui s'écartait sur son passage comme la mer devant Moïse. Il ne portait plus l'uniforme d'un agent d'entretien, mais un simple costume sombre. Il n'était plus une victime invisible. Il était l'incarnation de la vérité, le visage de la justice. Il monta les quelques marches qui menaient à la scène et se tint à côté d'une Chloé Dubois catatonique qui le regardait comme si elle voyait un fantôme. Léo prit le micro du pupitre. Sa voix, calme mais ferme, porta jusqu'au fond de la salle. Mon nom est Léo, l'homme que vous venez de voir sur cette vidéo. Mon fils de 6 ans, Hugo, a besoin d'une opération du cœur pour survivre. J'ai demandé de l'aide à la Fondation Dubois. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Madame Dubois a non seulement rejeté mon dossier, mais elle a utilisé l'argent destiné à mon fils et à des centaines d'autres enfants pour s'acheter des voitures et des bijoux. Il se tourna vers Chloé, son regard n'exprimant ni haine ni colère, mais une immense et triste pitié. Vous avez volé plus que de l'argent, madame. Vous avez volé l'espoir. Le père de Chloé tenta d'intervenir. Il se précipita vers la scène, criant « Sécurité! Arrêtez cet homme! C'est un menteur, un imposteur !» Mais il était trop tard. L'écran derrière eux afficha son dernier document, la capture d'écran de la conversation WhatsApp entre lui et sa fille, où il planifiait la dissimulation et parlait d'acheter le silence des médecins. Le patriarche s'arrêta net, comme s'il avait heurté un mur invisible. Le piège s'était refermé, il n'y avait aucune issue. La réaction de la salle fut unanime. Les sifflets et les huées fusèrent. Des gens criaient « Honte à vous! Voleurs !» Plusieurs invités de marque, des politiciens et des chefs d'entreprise, se levèrent et quittèrent la salle avec ostentation, ne voulant pas être associés à ce scandale monumental. Les journalistes, qui avaient d'abord été stupéfaits, se ruèrent vers la scène, leurs caméras et leurs micros créant une mêlée chaotique. Chloé, enfin sortie de sa torpeur, éclata en sanglots hystériques, non pas de remords, mais de rage et d'humiliation. Son père, le visage gris, semblait avoir vieilli de 20 ans en quelques minutes. Leur monde venait de s'effondrer. Au milieu de ce tumulte, Léo resta silencieux. Il avait dit ce qu'il avait à dire. La vérité avait été révélée. Il descendit de la scène, et alors qu'il traversait à nouveau la foule, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens commencèrent à applaudir. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis toute la salle. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation. Un hommage vibrant au courage d'un homme seul qui avait osé défier les puissants. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur les joues de Léo. Des larmes de soulagement, de tristesse et de victoire. À l'extérieur, les sirènes de police se firent entendre, se rapprochant. Marion Leduc avait fait son travail jusqu'au bout. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, mais pour la famille Dubois, ce n'était que le début de leur longue et douloureuse chute. La chute de la maison Dubois fut aussi rapide et brutale que leur ascension avait été arrogante. Le scandale du hashtag DuboisGate explosa sur la scène médiatique, non seulement en France, mais dans le monde entier. Les images du bal, filmées par des centaines de téléphones, devinrent virales. La vérité, une fois libérée, fut une force irrésistible. Le lendemain matin, Chloé et son père furent placés en garde à vue. L'enquête qui suivit mit à jour des années de fraude fiscale, de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux. L'empire construit sur le mépris et le mensonge s'effondra comme un château de sable face à la marée montante de la justice. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, les conséquences de cette nuit mémorable sont encore visibles. Chloé Dubois, après un procès retentissant, a été condamnée à 7 ans de prison ferme. Dépouillée de sa fortune et de son statut, son nom est devenu synonyme de honte. Son père, en raison de son âge et de sa coopération tardive avec la justice, a écopé d'une peine plus légère, mais a été contraint de liquider tous ses actifs pour rembourser jusqu'au dernier centime volé à la fondation.
L'hôtel Le Grand Paris a été vendu, et la Tour du Bois porte désormais un autre nom. Leur punition ne fut pas seulement légale, elle fut sociale. Rejetés par le monde qu'ils avaient autrefois dominé, ils ont appris la plus dure des leçons. Le respect ne s'achète pas, il se mérite. Pour Léo et Hugo, la vie a pris un tournant radical. Le jour même du scandale, un donateur anonyme, ému par l'histoire, a couvert l'intégralité des frais de l'opération de Hugo. La chirurgie fut un succès total. Aujourd'hui, le petit garçon court et rit dans le jardin de leur nouvelle maison. Son cœur aussi fort et courageux que celui de son père. Suite à la dissolution de l'ancienne fondation, un comité de victimes et de bienfaiteurs a insisté pour que Léo prenne la tête d'une nouvelle organisation, la Fondation Cœur d'Hugo. Avec l'aide de Marion Leduc, devenue une amie proche, il a transformé la fondation en un modèle de transparence et d'efficacité, aidant des centaines d'enfants chaque année. L'homme qui nettoyait les sols pour sauver son fils dirige maintenant une organisation qui sauve des centaines de vies. Il n'a jamais oublié d'où il venait, et chaque décision qu'il prend est guidée par le souvenir de sa propre lutte. Le contraste entre le passé et le présent est saisissant. L'homme qui était humilié et invisible est aujourd'hui une figure respectée, invité à donner des conférences sur l'éthique et le courage. L'histoire de Léo a eu un tel retentissement qu'une plateforme de streaming bien connue lui a proposé d'en faire une mini-série, dont les bénéfices seront entièrement reversés à la fondation. Il l'a accepté, à une seule condition, que la série mette en lumière non pas sa propre histoire, mais celle de toutes les personnes ordinaires qui se battent chaque jour dans l'ombre pour la justice. Il a prouvé au monde qu'un seul homme, armé de la vérité, peut être plus puissant qu'une dynastie entière bâtie sur des mensonges. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes. La première, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Elle peut être enterrée sous des couches de mensonges et de pouvoir, mais tôt ou tard, elle trouvera son chemin vers la lumière. La deuxième, et peut-être la plus importante, est de ne jamais sous-estimer quelqu'un. Le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à la richesse de son compte en banque ou à la marque de ses vêtements, mais à la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour. Chloé a fait l'erreur de mépriser Léo, de le voir comme un moins que rien. Elle n'a pas vu le père aimant, l'homme digne, le combattant silencieux qui se cachait derrière l'uniforme. Et cette erreur lui a tout coûté. Enfin, cette histoire nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Léo avait peur, mais son amour pour son fils était plus grand que sa peur. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit au cœur.